Honnêtement. Sud Radio, l'invité politique. Wesh, sérieux le générique là? Voir, parlons vrai ce matin avec Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Dominique de Villepin, bonjour. Regardons l'actualité très vite. Un homme... Est-ce que tu vas reprendre Dofus? Toujours pas. Je sais pas pourquoi on veut que je joue à Dofus, mais toujours pas. À Rouen a été tué. Il tentait de mettre le feu à une synagogue. Bien, c'est l'expression de notre époque, Dominique de Villepin. Oui, on assiste maintenant depuis plusieurs mois à une montée de l'antisémitisme. La plus grande fermeté est requise. Ce sont des actes, parfois des paroles tout à fait inacceptables. Dans notre société, nous devons être extrêmement vigilants à faire valoir le respect et la compréhension de l'autre. Cela fait partie des valeurs de nos sociétés qui doivent être en permanence défendues. Bien, Dominique de Villepin, nous reviendrons sur la situation à Gaza, mais je vais commencer avec la Nouvelle-Calédonie, les émeutes. Il y a eu 5 morts, 3 Kanaks et 2 gendarmes, des émeutes. Est-ce que ce sont des émeutes? Vous avez géré le dossier calédonien lorsque vous étiez Premier ministre. D'ailleurs, le dossier calédonien n'est plus géré par le Premier ministre aujourd'hui, il est géré par le ministre de l'Intérieur et en fait par le Président de la République, Dominique de Villepin. Est-ce que ces émeutes sont d'abord sociales? Il y a plusieurs dimensions dans ces émeutes. Il y a des violences très spontanées quand on regarde le profil de ceux qui les commettent, des jeunes, parfois très jeunes, fortement alcoolisés, surarmés. Et donc il y a des conditions exceptionnelles qui peuvent expliquer ce passage à l'acte de la part de ces jeunes. On évoque souvent le comité de coordination des actions de terrain comme particulièrement responsable de ce vandalisme qui s'exprime partout. Mais il y a un arrière-fond économique, la crise du nickel, et il y a un arrière-fond social, les très grandes inégalités entre les communautés qui aussi doivent être prises en compte. Et c'est ce qui doit justifier une vision globale des problèmes de l'archipel, bien sûr une approche politique. Le temps est une donnée incontournable, et c'est ce qui a été respecté pendant près de 4 ans. Tu as un meilleur son que la radio, c'est grave. Moi, je préfère le son de la radio, honnêtement. Je préfère le son de la radio. Je ne saurais pas vous expliquer, les gars, mais à l'oreille, c'est plus agréable d'avoir ce genre de micro. 40 ans pour lancer un processus au long cours. Ce qui ne l'est plus. Et malheureusement, le temps s'est en quelque sorte contracté, précipité avec ces 3 référendums, et en particulier le référendum de 2021 dans la période Covid, qui n'a pas été soutenu par les indépendantistes qui n'ont pas participé au scrutin. Il y a donc eu une très forte abstention, et ça a fait en quelque sorte dérailler le processus, puisque ces communautés aujourd'hui, loyalistes, indépendantistes, ne se parlent plus. Donc il faut redonner du temps. Redonner du temps au temps, comme le disait François Mitterrand. Il faut réenclencher le dialogue, et pour ce faire, on voit à quel point c'est difficile. Le président de la République avait voulu organiser hier une table ronde, ça n'a pas été possible. Il faut donc sans doute une médiation, il faut recourir à ceux qui ont le plus d'expérience dans la gestion de ce dossier si difficile. Aujourd'hui, il faut un médiateur, une médiation. Vous pourriez être ce médiateur? Non, je pense que ce sont ceux qui se sont le plus impliqués dans les moments difficiles. Moi, j'ai été Premier ministre dans une période où le dossier n'était pas un dossier ouvert, grave. Mais qui voyez-vous pour il y a plusieurs anciens Premiers ministres, on les a cités, ils se sont d'ailleurs exprimés. Monsieur Ayrault, Édouard Philippe, Manuel Valls, ils sont plusieurs à s'être exprimés. Il y a plusieurs personnes. Un collège d'ailleurs d'anciens. Franchement, Manuel Valls, on veut pas trop de ton avis sur la situation Nouvelle-Calédonie. Ça ira, hein. Franchement, ça ira. Premier ministre, pourquoi pas? Pourquoi pas Oui. Je le dirais, les choses sont dans la main du président de la République. Oui, c'est lui qui a les clés. Aujourd'hui, aujourd'hui, il est obligé, en quelque sorte, de par la gravité des actes qui sont commis sur ce territoire, l'ampleur des dégâts économiques, mais bien sûr, au premier chef, les morts, 5 morts, 2 gendarmes, c'est une situation absolument dramatique. Il faut donc arrêter cette spirale. La nuit dernière a été plus calme. Il faut souhaiter que... On rétablit l'ordre, et ensuite... Des renforts ont été appelés.
il faut rétablir l'ordre, il faut rétablir le dialogue et il faut donner une perspective à cette île. Ne l'oublions pas, il y a une dimension internationale aussi à ce dossier, compte tenu du fait que la Nouvelle-Calédonie fait partie des territoires dits non autonomes, avec vocation à décolonisation selon le schéma des Nations Unies. Il y a donc une dimension stratégique pour nous, mais aussi internationale, avec une très forte visibilité de ce que nous faisons là-bas. Avec une C'est ouf quand même les gars, tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est comme si la France faisait face à son destin quand même. Hein. Quand on le voit avec l'Afrique, l'armée française a été repoussée au Sahel, ils ont dit non les gars, vous n'êtes pas les bienvenus ici, allez vous faire foutre. Maintenant on a un bordel en Nouvelle-Calédonie, la France fait face à sa propre histoire les gars. Elle fait face à sa propre histoire. Et honnêtement, si elle rate ce destin-là, ça va être la merde les mecs. Hein. Ça va être la merde pour nous Français. Hein. Honnêtement, Macron, il gère mal le dossier. Hein. Il gère très très mal le dossier. Colonisation tranquille. Là, on peut pas dire, parce que c'est trop facile de se cacher derrière l'Azerbaïdjan, l'ingérence étrangère, les Russes, les Chinois qui s'intéressent au nickel, etc., etc. Là, c'est juste un problème franco-français. La France face à son destin. C'est tout les mecs, c'est tout. On peut pas accuser n'importe qui maintenant, c'est impossible. C'est impossible les mecs, c'est impossible. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie doit aller vers une décolonisation tranquille jusqu'à une large autonomie ou l'indépendance ? Toutes les options sont ouvertes. Et ce qui est certain, c'est que le processus a dérapé sur le dégel du corps électoral. Il faut pas être C'était une faute de vouloir dégeler le corps électoral. Il faille être un grand spécialiste. Il faut pas être un grand spécialiste de la Nouvelle-Calédonie pour comprendre que le corps électoral sur un territoire comme celui-ci, il a une dimension symbolique considérable. Et donc, c'est un enjeu politique considérable, puisque c'est le rapport de force électoral et la capacité à choisir son avenir pour les loyalistes et les indépendantistes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. On a sans doute été trop vite, les choses ont été précipitées, il faut les reprendre, redonner une perspective à chacun, replacer le dialogue au cœur du processus et à partir de là, voir quel est l'horizon en termes d'années, mais aussi en termes de points de sortie qui pourra être accepté par l'ensemble des communautés. Qui vivent en Calédonie et qui sont en Nouvelle-Calédonie, qui sont Exactement, Lujo, hein. Ça fait 7 ans qu'il nous fait ça, c'est la faute d'eux, ça prend pas ses responsabilités. Mais après, ça a été expliqué plus ou moins pourquoi Macron, il a fait passer en force ce texte. Hein. Il voulait forcer, en quelque sorte, les indépendantistes à retourner à la table des négociations par rapport au dégel, justement, du corps électoral pour les élections provinciales. Bon, évidemment, Macron, comme d'habitude, il montre les muscles, il montre les crocs. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là en Nouvelle-Calédonie. Hein. J'ai passé mon après-midi à manger des vidéos, les mecs, des threads, des archives de la situation en Nouvelle-Calédonie. Parce que déjà, pour commencer, j'ai envie de me cultiver. Mais... encore une fois, on est face à notre destin, parce que là, on parle quand même de décolonisation, de colonisation, de la France face à ses responsabilités, Darmanin qui accuse les autres pays d'ingérence, etc. Du coup, ça déresponsabilise en quelque sorte l'État français. Non, Darmanin, reviens ici, hein. Reviens ici, vous allez pas vous déresponsabiliser. Non. Mais honnêtement, les mecs, c'est super intéressant. Le travail, il est vraiment de qualité. Vraiment, merci aux historiens, aux personnalités de Twitter qui ont alimenté justement ces threads pour nous raconter un petit peu d'un œil neutre. Hein. Je vous garantis, les mecs, c'est un œil neutre quand même. Un œil neutre, un peu aussi anti-colonialisme. Mais honnêtement, pour apprendre des choses, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Arrivés après 1998, ne comprennent pas qu'ils ne puissent pas voter. Exactement. Alors, ils ne comprennent pas. Pour nos auditeurs, il faut préciser qu'il s'agit des élections provinciales. Oui, élections provinciales, vous avez raison. L'ensemble du corps électoral est sollicité pour toutes les autres élections, nationales. Donc c'est le corps provincial et évidemment... Partage les liens à défaut des cagnottes, s'il te plaît. Alors, je partage des cagnottes. Et je peux partager des liens. Après, les gars, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Hein. Vous êtes des fatigués à ne pas avoir Twitter en Big 2024. Suivez-moi sur Twitter. Partage des liens, je partage des cagnottes, et puis voilà. Dans un territoire qui est marqué par l'héritage colonial, on peut... Est-ce que tu penses que cela se propagera aux autres territoires d'outre-mer ? Alors, franchement, les gars, je peux pas m'avancer là-dessus. Parce que honnêtement, la situation en Nouvelle-Calédonie est une porte ouverte à d'autres territoires d'outre-mer, comme par exemple la Guyane, comme par exemple la Réunion. Je ne sais pas si ça va toucher la Martinique et la Guadeloupe. Je ne pense pas.
ce qui se passe en Polynésie française, ça peut être le suivant, parce que je vous rappelle que la Polynésie française est aussi un territoire non autonome à décoloniser. La situation est imprévisible, les mecs. Hein. Franchement, la situation est imprévisible. Je pourrais pas le prédire, les mecs. Je ne pourrais pas le prédire. C'est imprévisible. Je sais pas. Comprendre que c'est un enjeu absolument fondamental et il faut veiller à faire les choses en douceur si on veut éviter l'explosion qui ruine des années d'efforts. 40 années depuis les accords Matignon, 30 années depuis les accords de Nouméa. Il faut véritablement être d'une prudence extrême et relancer les processus. J'ai parlé du processus politique, il y a le processus institutionnel qui est quel statut au final. Il y a un processus économique, parce que la crise du nickel, elle est évidemment très douloureuse. Le nickel, quand j'étais à Matignon Premier ministre, c'était 50 000 $ la tonne. Aujourd'hui, nous sommes autour de 20 000 $. C'est vous dire à quel point l'impact économique est dramatique. Et puis, il y a cette dimension sociale, avec des jeunes qui sont en déshérence, qu'il faut essayer de rattraper. C'est un enjeu aussi tout à fait considérable. Avec l'enjeu aussi de la situation géopolitique de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce comment regardez-vous toutes ces accusations contre l'Azerbaïdjan ou la Chine qui joueraient, qui s'ingéreraient dans les affaires franco-française. Alors vous avez raison de le rappeler. Oui. Nous parlons d'un archipel, mais il n'est pas complètement isolé, cet archipel. Il est dans la région la plus stratégique du monde, c'est l'Indo-Pacifique. Ouais. Et donc, par définition, ça suscite des convoitises. Elles ne sont pas nouvelles. L'Australie avait été en son temps accusée d'ingérence. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, il y a bien sûr l'Azerbaïdjan, la Chine, il y a aussi la Turquie. Mais j'allais dire, ça fait partie du jeu. Comment ça, baisser la vidéo? La vidéo, elle est trop forte par rapport à ma voix, les mecs. Oh, putain, vous êtes chiants. Je baisse un peu la vidéo, les mecs. Des données du monde d'aujourd'hui. Nous sommes dans un monde mondialisé, avec des tensions mondialisées, des rivalités mondialisées. Alors que l'Azerbaïdjan, parce qu'il considère que la France lui fait une très mauvaise manière dans ses relations avec l'Arménie, essaye d'agiter le chiffon rouge sur ce territoire, que la Chine, qui a des convoitises, puisque la Chine est un des grands leaders mondiaux dans le domaine du nickel avec l'Indonésie, que la Chine soit intéressée par l'évolution de ce territoire, j'allais dire, ça fait partie des choses normales, en tout cas compréhensibles. Ce qu'il faut, c'est marquer clairement, reprendre le contrôle des choses d'abord, marquer clairement notre souci de défendre notre souveraineté là-bas, et je crois admettre que ce n'est pas ces ingérences qui sont responsables de la situation actuelle. Vous savez, c'est exactement ce que je dis, Je parle comme Dominique de Villepin a tout compris. Faut arrêter de croire que les ingérences, c'est à cause des ingérences que il y a tout ce bordel en Nouvelle-Calédonie. Non! Il ne faut pas déresponsabiliser l'État français, les mecs, c'est de leur faute. Je me méfie beaucoup de la logique des boucs émissaires. Il faut véritablement regarder les choses en face. Merci de Villepin. Il y a des facteurs intérieurs qui justifient que les choses aient ainsi dérapé, que certains cherchent à en profiter. C'est regrettable. À nous d'être exemplaires dans la conduite du processus. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre Kharkiv. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Volodymyr Zelensky. Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, 1 million d'habitants. La Russie à l'offensive en direction de Kharkiv. Vladimir Poutine ne doit gagner sous aucun prétexte. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. La Russie ne doit gagner sous aucun prétexte, Dominique de Villepin. Ce serait effectivement dramatique que d'imaginer que la Russie puisse être récompensée pour son agression de l'Ukraine. Et donc nous avons vocation à permettre à l'Ukraine de se défendre, sachant qu'il y a aujourd'hui au moins 4 grandes difficultés auxquelles l'Ukraine est confrontée. Première difficulté, c'est les livraisons de matériel. Les États-Unis ont en partie réglé, en tout cas dans l'avenir, ce problème en acceptant de faire passer un paquet important sur le plan financier. Mais ces livraisons ne sont toujours pas arrivées. Et tous les jours, les Ukrainiens se plaignent d'être en situation de manque de munitions, de manque de moyens. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième
problème pour les Ukrainiens, c'est la question des effectifs. J'allais dire ça, c'est un problème ukraino-ukrainien. C'est la question de la mobilisation. Aujourd'hui, ils veulent faire baisser l'âge du recrutement à 25 ans. Toutes les guerres que nous avons menées, et les jeunes appelés étaient sollicités beaucoup plus jeunes. Il y a une question d'unité nationale et il y a une question de risque de division politique aujourd'hui en Ukraine. Dès lors que les choses sont difficiles, tout se complique. Et il est très important que l'Ukraine arrive à tenir bon et arrive à maintenir le moral de la population et le moral de l'armée. Et il y a un dernier point de faiblesse aujourd'hui de l'Ukraine, qui est un point de faiblesse stratégique, qui est le défaut d'anticipation. Qu'est-ce qui s'est passé à Kharkiv ? Eh bien, les lignes défensives n'ont pas été suffisamment renforcées. Et de ce point de vue-là, il y a eu un effet surprise dans l'initiative prise par les Russes. Donc il est très important de faire cela. Nous devons faire notre part. Et de ce point de vue-là, je suis heureux que la réflexion se soit portée, ou se porte davantage, sur la question de la défense anti-aérienne. C'est véritablement un des problèmes majeurs auxquels l'Ukraine est aujourd'hui confrontée. Espérons que les livraisons de matériel rapidement puissent se faire. Mais je crois qu'il ne faut pas de fuite en avant. Et donc, il faut poser les bonnes questions au bon moment. Pour ma part, j'estime que la question des troupes au sol, que la question de l'européanisation, de la dissuasion, ne font pas partie véritablement des sujets à évoquer aujourd'hui. Lorsqu'Emmanuel Macron envisage, il n'a pas dit nous allons envoyer... Donc là, pourquoi en France ce monsieur n'a pas de poste stratégique? Il est très intelligent, je trouve. Il est très intelligent, oui, mais il n'est plus dans la politique maintenant. Il est plus dans la géopolitique que dans la politique, Cazedono. Parce que ça y est, il a fait son temps. Il était, je crois qu'il était il était ancien Premier ministre sous Chirac, si je dis pas de bêtises. Mais là, il était diplomate aussi. Il l'est toujours, je crois. Mais là, c'est fini, les gars. Hein. Il a fait son temps. Hein. Il a fait son temps, les mecs. Il a fait son temps, Dominique de Villepin. Hein. Il a de l'âge aussi. Hein. Il a de l'âge. Il était ministre des Affaires étrangères aussi. Ouais, c'était il y a très longtemps, les mecs. Hein. C'était il y a très longtemps. Hein. Envoyer les troupes au sol, mais envisage éventuellement... Mais honnêtement, les mecs, on l'écoute depuis un petit moment quand même, Dominique de Villepin. Je pense que vous adhérez à cette personne, vous adhérez à ce personnage, à son idéologie, à sa manière de raconter l'histoire. Mais, du point de vue politique, genre vraiment, je ne sais même pas si Macron, il lui donne l'heure. Hein. Je pense que Macron, il l'appelle même pas. Gabriel Attal, le Premier ministre, pareil. Je pense que ce mec-là, personne lui donne l'heure à part la télévision, les gars. Je suis très sérieux, hein. Je suis très sérieux, genre. Très sérieux. Donc, d'envoyer les troupes françaises en Ukraine, est-ce qu'il laisse planer le doute volontairement? Est-ce que c'est stratégique, selon vous? C'est la question que nous nous posons. Et c'est pour ça que j'ai évoqué la question. Est-ce que cela contribue à l'ambiguïté stratégique? Ou est-ce que cela ajoute à la confusion stratégique d'une nation qui possède l'arme nucléaire? Absolument. Et c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que ça ne risque pas, au contraire, de jouer dans le sens de la confusion? Quel est le risque? Le risque, c'est cet engrenage de la guerre, de l'esprit de guerre, d'aller toujours plus loin, alors que nous devons faire en sorte de nous fixer, à mon sens, un objectif assez précis. Il s'agit de donner les moyens à l'Ukraine, de renforcer ses positions pour pouvoir, le moment venu, ouvrir des négociations avec la Russie. Vous savez, des guerres qui s'engagent sans garde-fou, sans calendrier et sans objectif politique, c'est véritablement le risque absolu. Nous y reviendrons sur Gaza. Une guerre doit être menée avec des objectifs politiques et, si possible, avec un calendrier. Poser la question... Ça, il l'a dit plusieurs fois et ça c'est surtout pour Israël qui dit ça. Hein. Les troupes au sol, c'est changer la nature de la guerre. Et c'est donc prendre le risque de rentrer dans un engrenage. Il est cramé parce qu'il a tenu tête aux Américains. Il est pour l'indépendance de la France face aux États-Unis, donc il ne pourra plus jamais être au pouvoir. Merci Adnan pour le sub. C'est vrai que c'était l'un des personnages principaux du refus de la France de s'engager en Irak. Je crois que tu parles de l'Irak ou de l'Afghanistan. L'un ou l'autre. Sous Chirac, il a refusé que la France aide les Américains dans sa guerre contre le terrorisme. Mais corrigez-moi si je me trompe, hein, parce que c'était l'Irak, je crois. Hein. Il me semble que c'était l'Irak. Voilà, merci Adnan, merci les mecs. Où nous ne maîtrisons rien. C'est une faute. C'est un risque. L'histoire nous a instruits sur le fait qu'à un moment donné, les choses vous échappent. Vous voyez, la Nouvelle-Calédonie, perte de contrôle. Le risque sur l'Ukraine, c'est qu'à un moment donné, on ne maîtrise plus rien. Il y a cette escalade qui s'engage et qui conduit au pire sans que personne ne l'ait voulu. Est-ce que la dissuasion nucléaire française fait partie de la défense européenne ?
il y a la volonté de renforcer la défense européenne. Est-ce que c'est un élément incontournable de la défense du continent européen, Dominique de Villepin? Là aussi, l'ambiguïté. Là aussi, le président de la République manie une forme d'ambiguïté stratégique. Oui, une fois de plus, est-ce que c'est le sujet aujourd'hui? Est-ce que c'est le moment d'ouvrir un débat en période de guerre et en période d'élection? Personnellement, je n'en suis pas sûr. Je crois que ce qu'ont dit tous les présidents de la République successifs, de façon plus ou moins marquée, c'est qu'il y a des éléments de la défense de l'Europe qui, évidemment, participent de nos intérêts en matière de dissuasion. Jusqu'où faut-il ouvrir cette protection? Jusqu'où faut-il élargir les intérêts vitaux français? Je crois qu'il faut, de ce point de vue-là, être extrêmement Vous prudent. auriez dit la même chose? Non mais le mec qui vient d'arriver, wesh, il est jaune de ouf le mec à gauche, c'est pas un problème de rang. Mais tu crois qu'on est en médecine, sale bâtard? C'est un ouf, lui. Il fait des commentaires médicaux, carrément. Je ne l'aurais pas dit, en tout cas, dans cette période. Oui. Et je pense que ça suppose, en tout cas, une concertation très étroite au niveau national dans un premier temps, et relativement... C'est-à-dire une consultation du Parlement, évidemment. Évidemment, il y a toute une série de préalables qui me paraissent nécessaires, mais je pense que veillons à ne pas changer les règles du jeu en cours de route. J'ai toujours remarqué que dans les périodes de crise et de guerre, c'était un élément source davantage d'incompréhension et de confusion que d'ambiguïté stratégique. Bien, Gaza avec la bataille de Rafah, apparemment, le Benjamin Netanyahou a l'intention de la conduire. Les troupes israéliennes se préparent pour des combats au sol. Là encore, quel est l'objectif, selon vous? Quel est l'objectif de Benjamin Netanyahou? Alors, de ce point de vue-là, on ne peut pas faire le reproche à Benjamin Netanyahou de ne pas avoir été clair sur l'ambition qui est la sienne. Je pense personne. On peut même plus faire de remarques, c'est une dinguerie. Oh, on rigole. Oh là là, mais détendez-vous quand vous êtes sur mes streams, les mecs. Vous êtes tout le temps avec un ton sérieux. On se détend, ouais. En plus, moi, ça m'a fait marrer, ouais. J'ai arrêté de pleurer. Oh. On dahak, mon gars. PG le book chef. Ah ouais? C'est vrai que je me suis rasé, les mecs. Hein. C'est vrai que je me suis rasé. J'en ai marre d'avoir une moustache, les mecs. En ce moment, j'en ai marre d'avoir... pas une moustache. J'en ai marre d'avoir une barbe. Les mecs. Je vous le dis, hein. J'en ai marre. Voilà. Peut-être que c'est ça mon pic. Mon prime. Je sais pas. Mais j'en ai marre d'avoir de la barbe, même. Personnellement, qu'il en a deux. La première, c'est éradiquer complètement le Hamas. Ce sur quoi l'ensemble de ses partenaires américains et européens considèrent que c'est totalement utopique. On peut se fixer comme objectif de réduire le plus possible la hiérarchie du Hamas, les responsables du Hamas, mais éradiquer le Hamas, c'est un objectif qui ne peut être qu'extraordinairement lointain et certainement pas uniquement un objectif militaire. Bien, je pense que il y a un deuxième objectif de Benjamin Netanyahou. Il y en a même deux autres. La colonisation de Gaza? Le deuxième, c'est poursuivre la politique de colonisation. Pourquoi? Son gouvernement ne peut pas tenir si les ultranationalistes n'ont pas cette perspective de renforcer la colonisation en Cisjordanie, peut-être même l'élargir à Gaza si on arrive à réduire la présence des Palestiniens. Et objectif principal, empêcher la création d'un État palestinien. C'est-à-dire refuser tout processus politique. On sait que Benjamin Netanyahou aujourd'hui refuse volontairement tout processus politique. C'est la constante de la politique menée par Benjamin Netanyahou. Toute sa vie est marquée par le souci d'écarter. Rappelez-vous, au lendemain de l'assassinat de Yitzhak Rabin, son objectif, pas de création d'un État palestinien. Une fois qu'on a compris ça, on a compris qu'il ne pouvait pas être l'homme de la situation dans la durée. C'est-à-dire qu'Israël, aujourd'hui, est tenu par un Premier ministre qui dirige un gouvernement qui cherche à se survivre à lui-même, mais qui surtout cherche à bloquer tout processus politique. Nous savons que cette région et qu'Israël ne pourra vivre en sécurité qu'avec
une perspective politique qu'avec la création d'un État palestinien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la question, ne faut-il pas inverser le processus de paix tel que nous l'avons toujours connu? On a toujours imaginé qu'il fallait régler un certain nombre de questions, difficiles certes, les réfugiés, l'eau, les frontières, et qu'à la fin se poserait la création de l'État palestinien. Aujourd'hui, la conviction qui est en train de se répandre, y compris en Europe, c'est qu'il faudrait d'abord reconnaître l'État palestinien. Oui, vous demandez à la France maintenant Absolument. de reconnaître l'État palestinien. Je crois que Emmanuel Macron doit regarder la réalité internationale en face et qu'il doit corriger une politique qui, depuis le départ, a été déséquilibrée sur cette région, ce qui, pour la diplomatie française, pose de très nombreux problèmes. Et la façon de le corriger, c'est de participer, avec des pays comme l'Espagne, avec l'Irlande, de participer à ce mouvement en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien. Oui, mais moi je comprends pas pourquoi Macron il a pas cette volonté, genre. Pourquoi il n'a pas cette volonté à lui-même? Il est soumis aux États-Unis, j'ai l'impression. Un peu de courage politique. Un peu de courage politique, monsieur Emmanuel Macron. Je note que c'est pas un problème de principe pour la France, puisque la France a voté à l'Assemblée générale pour la reconnaissance de cet État palestinien. Donc c'est pas la question de fond qui se pose, c'est la question d'opportunité. Je pense qu'aujourd'hui... Il manque de courage politique, là. Non, mais je pense qu'il doit... De vision éclairée c'est une question de lucidité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le principal verrou aujourd'hui... Là, il parle d'un geste de la France direct. Oui, je comprends ça, les mecs. Je comprends ça, pardon, une prise de parole directe ou pas. Là, ça envoie des ambassadeurs, des émissaires, des mecs qui votent aux Nations Unies. Faut qu'ils prennent la parole, Macron. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils disent des choses. Oui. C'est l'entêtement de Benjamin Netanyahou. C'est le gouvernement israélien qui aujourd'hui ne veut pas avancer. Regardons la situation, si vous le voulez bien, parce qu'il faut essayer d'être avec beaucoup d'humilité, d'être le plus global possible. Il y a 4 échecs pour Israël. Et c'est une inquiétude pour tous ceux qui pensent qu'il est essentiel de défendre la sécurité d'Israël. Le premier échec, c'est un échec en matière de sécurité, c'est le 7 octobre. Où, parce qu'on a dégarni les abords de Gaza pour renforcer les effectifs en Cisjordanie, eh bien le 7 octobre a été rendu possible, défaut de renseignement et défaut d'anticipation. Il y a un échec militaire, on voit bien, ça fait plus de 7 mois que l'armée israélienne patrouille dans tous les sens la bande de Gaza avec des destructions incroyables. Aujourd'hui, quel est le résultat? On voit bien qu'ils quittent le nord du territoire pour aller dans le sud. Les milices du Hamas repoussent dans le nord, ils retournent dans le nord. Les populations sont brinque-ballées d'un côté et de l'autre. Sur le plan militaire, il y a là aujourd'hui une situation qui, on le voit bien, est véritablement dans une impasse. Il y a par ailleurs une impasse politique. On ne voit pas comment le processus peut aujourd'hui se débloquer. C'est une guerre sans fin qui est engagée. C'est une guerre sans perspective. Et donc c'est le désespoir qui, à un moment donné, va conduire cette guerre à s'élargir, à devenir régionale. C'est peut-être ce que souhaite Benjamin Netanyahou, parce qu'il connaît la menace qui pèse du côté du Liban, il connaît la menace des milices irakiennes et syriennes, il connaît la menace du côté des Houthis et surtout de l'Iran. Donc est-ce que l'arrière-pensée, c'est d'élargir le conflit? Et puis enfin, il y a un échec diplomatique. L'isolement d'Israël s'accroît tous les jours. Eh ouais. T'en penses quoi du blackout influenceur? Moi, les gars, je le répète, hein, je trouve ça ridicule, cette chasse aux sorcières sur les influenceurs qui ne boycottent pas, les produits qui promeut, on va dire, le génocide. Moi, j'ai du mal avec cette chasse aux sorcières. Hein. J'ai du mal. Voilà. Moi, je le dis, j'aime pas trop ça. J'aurais préféré que les fans d'influenceurs mettent le paquet, ils mettent vraiment le paquet pour mettre la pression au gouvernement pour justement empêcher le gouvernement de financer Israël par les armes. Parce que je vous rappelle que l'armée française, la France, le pays, la France, donne des armes, équipe Israël en munitions et en armes. Ok, boycotter au niveau marketing, pourquoi pas? Les marques, les produits, etc., pourquoi pas? Mais ça va pas empêcher Israël de recevoir des AK-47 dans les mains de la France. Genre, excusez-moi les mecs, hein. Excusez-moi, hein. D'accord, c'est peut-être pas ouf de boire du coca tous les jours, j'en suis accro, j'en suis désolé. Mais moi j'aurais préféré qu'on mette de l'énergie, qu'on mette le paquet. Je le fais tous les jours en stream, hein. Tous les jours en stream on parle de la Palestine. Et tous les jours je vais répéter qu'il faut mettre le paquet pour dire au gouvernement arrêtez de livrer des armes à Israël. Arrêtez, genre arrêtez.
arrêtez de les équiper en armes. Le Canada a eu les couilles de le faire. La Belgique a eu les couilles de le faire. D'autres pays aussi. Pourquoi pas la France? Pourquoi pas la France? Excusez-moi. Il faut mettre la pression sur les politiciens par les influenceurs. Ils ont le droit de ne pas parler du sujet. Alors, moi, je suis contre cette idée-là. Il faut mettre une certaine pression. Mais cette pression-là se transforme plus en chasse aux sorcières que de le faire à juste titre. J'ai l'impression que ça part en couille, les mecs. Et ça dessert la cause. Ça part en couille. Ça part en couille. Cette chasse aux sorcières, c'est très brutal, genre. Ce qui se passe avec Poupette Kenza, vas-y, pourquoi pas. Mais ce qui se passe avec Océane, la meuf de... Je veux bien croire qu'il... La meuf de Le Motif, bah franchement, c'est compliqué, genre. Compliqué. Là, t'as 0 sur 20, par contre, oui, il y a des armes, mais les marques qui soutiennent Israël, c'est important de les boycotter, littéralement, elles soutiennent Israël financièrement. Je ne suis pas contre le boycott, je suis contre l'idée que les gens mettent de l'énergie plus sur les influenceurs que sur le gouvernement. C'est ça qui me dérange. Je suis pas formellement contre le boycott, mais j'ai l'impression que le combat il commence à partir en couille, et encore une fois, on parle de déresponsabilisation. L'État est responsable de ce qui se passe aussi en Palestine parce qu'ils soutiennent Israël militairement parlant. Donc je suis désolé, mais mettre le paquet sur les influenceurs, c'est du pas béni pour l'État qui se frotte les mains en mode « Ah, les influenceurs se font attaquer, nous on est tranquille, hein, personne va nous casser les couilles. » Et c'est ça qui me fait chier. C'est ça qui me fait chier, les mecs. Vraiment, c'est ça qui me fait chier. Dénoncer et boycotter. Oui, mais j'ai l'impression sur une balance, au lieu que ce soit 50-50, on s'en prend aux influenceurs et à l'État français, j'ai l'impression que c'est 90% pour les influenceurs, 10% sur l'État français qui se prend des petites balles. Ah non, excusez-moi, non. Franchement, non. Je suis pas d'accord avec ça. C'est mal fait, genre, c'est mal pensé. Pour moi, c'est mal pensé, genre, c'est mal pensé. Parce qu'au final, l'État, ils en profitent, exactement. Et au moment où on se parle, au moment où il y a cette chasse aux sorcières qui continue, il y a encore des livraisons d'armes qui va encore une fois dans les mains des Israéliens. Ça continue, ça continue, ça continue. D'ailleurs, on a le ministre des Armées qui a dit non, on ne finance pas Israël. Et on a des députés français qui ont prouvé le contraire. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet où on voit, où on montre encore une fois qu'il y a des données militaires, où on voit l'État français fournir encore des armes à Israël. C'est une dinguerie, gros. Mais à terme, est-ce que ça peut pas permettre que les profits des influenceurs et donc indirectement de la France soient touchés et que les influenceurs fassent pression sur le gouvernement? Alors, des influenceurs qui mettent une pression sur le gouvernement, c'est impossible. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les influenceurs ne vont jamais mettre une pression au gouvernement? Ça commence par un U. Ça commence par un U et je pense que vous allez trouver le reste, les mecs. Vous verrez jamais des influenceurs mettre des pressions sur le gouvernement, les mecs. Hein. Jamais, jamais, jamais. Voilà, il y a un mec qui a trouvé sur le chat. Il y a un mec qui a trouvé sur le chat. Ça commence par un U. Et c'est tout. Voilà. Voilà, voilà, voilà. 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 Jamais de la vie, hein. Jamais de la vie, vous verrez ça. Ils vont se prendre un contrôle fiscal dans leur gueule. Vous allez voir, mon gars. Vous allez voir, ça va leur faire tout drôle. Ouais, Fadofla, je suis désolé, je ne suis pas fan des influenceurs ou quoi. Mais ils ont quoi à avoir dans l'histoire? Eux, ils ne livrent pas d'armes, contrairement à l'État français. Les gens qui leur mettent la pression aux influenceurs sont juste cons. Et sont des fanatiques, ça va absolument rien changer. Alors, rien changer, je suis pas trop d'accord avec ça. Parce qu'il y a des données qui montrent que McDonald's, par exemple, ont perdu de l'argent. Et Starbucks, pareil. Surtout Starbucks. Donc le boycott sert à quelque chose, les mecs. Hein. Au niveau financier, le boycott sert. Hein. Il sert. Il sert, le boycott, il sert. Je dirais pas fanatique quand même. Hein. Le mot, il est un peu trop puissant. C'est pas en Europe qu'ils perdent de l'oseille par contre, Dofla. Ça, je suis d'accord, les mecs, je l'entends. Les gars, j'entends vos arguments. Je suis pas contre le boycott. J'ai un problème avec le boycott, mais un mec qui va me dire, Dofla, il faut qu'on boycotte, j'ai pas de problème avec ça. Moi, à titre personnel, je pense que le boycott est entre parenthèses, entre gros parenthèses, inutile. Ça va pas empêcher Israël de récupérer des armes. On le voit, les mecs, je suis désolé, on le voit. On le voit. Les États-Unis, d'ailleurs, l'article est sorti. Les États-Unis vont débloquer presque 3 milliards d'euros d'aide. 3 milliards d'euros d'aide pour les militaires israéliens. Les gars, c'est une dinguerie.
Je suis désolé, c'est une dinguerie. Par contre, oui, je mets des guillemets, parce que comme je vous ai expliqué avec Starbucks et McDonald's, il y a des preuves, il y a des données qui prouvent que le boycott fonctionne. Donc oui. Le boycott efficace, c'est la suspension de l'accord d'association européen avec Israël et hop, il n'y a plus rien qui rentre. C'est de la volonté politique, les mecs. Mais moi, c'est pour ça que je souscris à ce que tu dis, Boubou. C'est que de la volonté politique. On voit que les Belges bougent, l'Irlande bouge, le Canada a bougé, l'Espagne a bougé, mais la France, on est des merdes par rapport à ça. Je suis désolé, on est des grosses merdes. Il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas une vision claire de notre relation avec Israël qui doit normalement se dégrader parce qu'il y a un génocide en cours. Non, il n'y a pas ça, les mecs. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Je suis désolé, il n'y a pas ça. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est des choses obvious. Non, mais évidemment que c'est obvious, mais il y a des personnes qui sont en mode... En fait, le problème, c'est que Twitter, c'est vraiment une mauvaise place pour discuter, les mecs. Hein. En fait, vous êtes beaucoup plus lucide sur mon chat que sur Twitter. Hein. C'est obvious ce que je dis, mais c'est pas obvious sur la place de Twitter. Parce que sur Twitter, ils veulent faire un thread pour afficher tous les influenceurs qui n'apportent pas leur soutien à la Palestine. On peut pas débattre. À partir de ce moment-là, on ne peut pas débattre sur Twitter, les mecs. Je suis désolé. Je suis désolé. Si vous me dites... Si par exemple, vous prenez l'exemple de... il faut suspendre l'accord européen, Israël, etc. sur Twitter, ils vont être en mode... Ferme ta gueule. Non. Il faut dire à Mbappé que c'est un fils de pute. Il faut dire qu'à Squeezie c'est un fils de pute, etc. On peut pas débattre sur Twitter, les mecs. Hein. On peut pas débattre sur Twitter. C'est impossible. C'est impossible. Eux, ils veulent juste découper des têtes, afficher des influenceurs, et c'est tout. Et c'est tout. C'est une dinguerie. Je suis désolé, c'est une dinguerie. Moi, je ne marche pas avec ça. Mais de fait, le thread, s'il sort, c'est juste pour prévenir que les gens qu'il follow, ce sont des merdes. Après, Simbad. Ok, Mbappé s'est jamais exprimé sur la Palestine. Il s'est jamais exprimé sur la Palestine. Est-ce que tu penses que ça va m'empêcher de regarder les matchs de Mbappé alors que je kiffe le joueur? Est-ce que tu penses que des pro-Mbappé vont arrêter de regarder Mbappé parce que c'est pas un pro-palestinien confirmé? Arrêtez, s'il vous plaît, les mecs. À un moment donné, c'est de l'hypocrisie. Je suis désolé, c'est de l'hypocrisie. Excusez-moi, les mecs, hein. Excusez-moi. Mbappé, il a parlé pour Naël, ça me va. il a l'immunité. Il a le totem, Mbappé. Qu'Israël, le gouvernement israélien s'en moque et que la résolution et la détermination d'Israël est suffisamment grande pour gérer tout seul. Mais quand on voit que les Américains sont amenés aujourd'hui à suspendre des livraisons de bombes, des bombes d'une tonne. Je ne sais pas si vous imaginez les dégâts que cela fait, des bombes d'une tonne sur un territoire qui est déjà ravagé. Eh bien, on voit bien qu'on est au bout de quelque chose et qu'il est urgent de transformer ces violences, de transformer la guerre en un processus politique. C'est ce que doit faire tout responsable. Oui, mais Dominique de Villepin, à l'idée de changer. Dominique de Villepin, dans votre analyse de la situation, que faites-vous du Hamas et de sa volonté d'éradiquer l'État islamique? Mais non, le combat il est pas bon. Mais non les mecs, vous vous trompez. Notre seul moyen c'est que les riches tapent sur le gouvernement et aujourd'hui les riches c'est les influenceurs. Mais les gars, je suis désolé, c'est non. C'est pareil, c'est pas que les influenceurs qui peuvent mettre une pression sur le gouvernement, c'est déjà nos députés. Les députés qu'on a élus lors des législatives, on peut aussi leur mettre une pression pour qu'ils puissent en parler dans les hémicycles, pour qu'ils puissent ouvrir le débat. Je suis désolé les gars, il n'y a pas que les influenceurs. On a aussi les footballeurs, on a aussi les acteurs suceurs d'Israël. J'ai vu un acteur ce matin là, ou un chanteur, un fils de pute. Désolé à juste titre, hein, parce que lui il m'a énervé sur sa première prise de parole. Là il a pleuré à juste titre, mais je l'ai vu ce matin sur CNews. Il est en train de chialer, je sais pas quoi. Mais lui il en pense quoi du génocide? Enrico Macias, voilà c'est ça. Il y a les rappeurs, il y a plein de personnes. Il n'y a pas que les créateurs de contenu sur Twitch et sur YouTube qui font attraper leur veste les mecs. Je suis désolé hein. Je suis désolé les mecs. Israélien, d'éradiquer l'État juif. Mais que faites-vous du Hamas? Nous sommes confrontés au problème historique auquel tout État est confronté face au terrorisme.
Je l'ai répété, c'est peut-être l'engagement le plus constant qui a été le mien en matière diplomatique depuis 25 ans, d'expliquer aux Américains que la guerre contre le terrorisme conduisait à plus de terrorisme et plus de chaos. L'idée qu'on mène la dernière guerre, l'idée qu'on mène le dernier combat et qu'à la fin on sera tranquille et qu'on vivra en paix parce qu'on aura réduit en miettes l'ennemi, c'est dans un monde mondialisé, c'est une utopie totale. Et c'est l'inverse qui se produit. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Est-ce qu'Israël est aujourd'hui, nous sommes en mai, plus en sécurité qu'il y a 7 mois? Je n'en suis pas du tout sûr. Je n'en suis pas du tout sûr. Et c'est en cela qu'il faut, à un moment donné, être capable de poser le canon et de se dire, bon, quelle est la bonne solution? Je ne dis pas qu'Israël doit arrêter de poursuivre le Hamas. Je dis qu'Israël doit, tout en poursuivant le Hamas, engager un processus politique. Quand les Américains se posent 2 questions avec les Européens, la question du jour d'après, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée de ce que sera Gaza le jour. Imaginons demain qu'on obtienne la tête de Sinwar et de Mohamed Deif. Comment on gère Gaza? Les Américains ont fait des propositions. Les Américains offrent une perspective. Ils offrent la perspective d'une normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui change complètement la donne dans la région, mais à une condition posée par l'Arabie Saoudite, c'est qu'il y ait la création d'un État palestinien. Pour ça, il faut préparer le jour d'après à Gaza, parce que ça suppose une force des Nations Unies qui soit capable de gérer ce territoire dans un cadre onusien et qui en même temps se déploie en Cisjordanie et à Jérusalem. Et puis il faut se poser la question du processus de paix. Et à juste titre, aujourd'hui, les pays arabes disent « reconnaissons l'État palestinien internationalement » et à partir de là, la sécurité d'Israël pourra être garantie par un véritable État capable de prendre ses responsabilités. Ça suppose qu'on ait un interlocuteur palestinien, j'en conviens. On a le choix. Accepter de prendre l'autorité palestinienne là où elle est et comme elle est, avec toutes ses insuffisances, pour lui injecter du sang neuf. Et il y a un certain nombre de personnalités qui peuvent jouer un rôle, mais en tout état de cause, il faut changer de braquet et il faut changer la nature des choses, passer du militaire au politique. Mais en vrai, avec tous les conflits qu'on a dans ce monde, les mecs, je me demande qui sera le prix Nobel de la paix. Genre le prix Nobel de la paix par rapport au conflit, etc., le fait de discuter, la diplomatie, etc. Je suis curieux quand même. Merci Atsu pour le sub. Jure, un nouveau sub. Ce sera pas Macron quand même, hein, je l'espère. Hein. 2 questions rapides pour terminer, Dominique de Villepin. Est-ce que vous irez voter aux européennes le 9 juin? Oui, j'irai voter, bien sûr. Pour quelle liste? Ça, j'attends les débats. Nous essayons de savoir. Vous n'êtes pas décidé aujourd'hui? Il n'est pas décidé. Non, je n'ai pas tranché. Et surtout, je pense que, et j'espère, que le débat va enfin se nouer sur les problèmes qui concernent le plus les Français, qui sont les grands enjeux de souveraineté pour la France et pour l'Europe. Quel débat attendez-vous? Le débat Attal-Bardella, par exemple? Ça fait partie du jeu, mais disons, attendons véritablement que... Attends, mais il peut voter Bardella, Dominique de Villepin? Il peut vraiment soutenir Bardella, genre, j'aurais bien aimé... En vrai, j'aurais bien aimé connaître le vote de ce mec-là, hein. J'aurais bien aimé, hein. Moi, je pense pas qu'il voterait pour un macroniste. Les mecs, ça m'étonnerait. Vous dites non. Bah, à votre avis, il voterait pour qui? Dominique de Villepin pourrait voter pour un macroniste? Vous êtes sérieux, les mecs? Parce qu'il attend quoi comme débat? Il attend quoi? Il attend Bellamy? Il va pas attendre Bellamy, quand même. Bellamy, il a quoi comme débat, là? On est le 17 mai, là. Il attend quoi? Ce sera un Bellamy versus Bardella? Impossible. Il va voter Bellamy, ce mec. Ouais. Ah, ça reste à voir, hein. Pour moi, c'est le genre de mec qui peut voter Bardella, hein. Moi, ça me choquerait pas qu'il vote Bardella, ces mecs. Ok, c'est sa famille politique, le LR, les gars. D'accord, c'est sa famille politique. Mais, est-ce que il vote parce que c'est sa famille politique ou est-ce qu'il vote parce que le mec, il a un programme, il a une perspective, il a quelque chose à offrir aux Français? Moi, je ne sais pas comment il pourrait voter, ce mec, hein. Bellamy, c'est la tête de liste des LR. François-Xavier Bellamy. D'ailleurs, les mecs, on a un main event lundi. Hein. On a un gros main event. Parce que pour la première fois, on a un match retour. On a Louis Boyard versus Bellamy dans un débat. Un débat, les mecs, à la télévision. Ah là là, et je vais le streamer, les mecs. Et je vais le streamer en costard. Je vais venir en costard, mesdames et messieurs. Ouais.
Pas donc que vous n'avez pas choisi. Attendons que tout soit sur la table pour savoir ceux qui sont le mieux à même de porter la défense des intérêts de la France en Europe et une vision de l'Europe à un moment stratégique pour l'évolution de l'Europe. Dans les prochaines années, c'est la question de l'élargissement qui va se poser, qui va changer la nature de l'Europe. C'est la question de la réforme. Favorable à l'élargissement. C'est la question de la réforme institutionnelle ou pas? Je suis favorable à l'élargissement compte tenu des drames que vivent l'ensemble de ces pays, mais à des conditions qui garantissent à cette Europe de pouvoir fonctionner. Si l'Europe ne se reprend pas sur une base beaucoup plus resserrée d'États capables de déterminer un processus de décision, de reprendre en main véritablement les grands enjeux et de faire en sorte que cette Europe marche, on voit bien ses insuffisances en matière budgétaire, en matière de marché financier, en matière d'immigration, il y a là toute une série de sujets qui doivent être enfin traités. Donc vous prononcerez les derniers jours. Vous m'inviterez la veille. Merci Dominique de Villepin d'être venu nous Non, moi je suis curieux. Moi franchement les gars, je vais pas vous mentir, je suis curieux de connaître son vote. voir. Il est 8h59. Vous... Ok, alors, on va se mater un petit peu de journal les mecs pour voir un petit peu la situation en Nouvelle-Calédonie. Je vous rappelle qu'il n'y a pas quotidien, enfin si, il y a quotidien, mais des quotidiens de cons là. Vendredi. Wesh. Ça sent le poulet là. Il y a quelqu'un qui cuisine le poulet là. Ça sent le poulet hein. Alors attends, le TPMP, je regarde vite fait les sujets. Le truc c'est que ça peut être un bon gros stream, tout que ça. Ah c'est nul. Découvrez les 10 pays les plus agréables pour passer votre retraite. Un enfant de 9 ans échappe miraculeusement à une balle perdue. Oui, bien sûr. Ça parle du roi. Ça parle de Céline Dion. Retour sur l'intervention d'un membre du public qui a eu lieu hier soir. Ah oui, c'est vrai que TPMP est enregistré ce matin. Retour sur la séquence folle de l'émission d'hier. Mais wesh, ils vont en parler pendant combien de temps, frère? Ok, bah vas-y, on va écouter ça tout à l'heure. Mais sinon, le reste, ça va parler du roi et tout. Ah mais pourquoi TPMP